Juste un petit essai de voix pour commencer. Juste un petit essai de voix pour commencer. Moi, c'est Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR, le magazine du nouveau voyageur. Et celle qui est devant mon micro aujourd'hui est une journaliste experte en questions sentimentales et sexuelles. C'est Maya Mazorette. Elle s'est fait connaître grâce à ses chroniques sexe dans Le Monde, ses livres comme Le sexe selon Maya ou La vulve, la verge et le vibro chez La Martinière. Il y a eu aussi un documentaire cette année 2023 au cœur du plaisir féminin et depuis la rentrée, vous l'entendez tous les jours sur France Inter dans Jusqu'ici tout va bien à 17h. Elle explore donc avec malice la carte du tendre, mais elle est aussi passionnée de cartes géographiques, ce qui lui inspire de nombreux voyages. Elle adore ça, surtout en solo. Son truc à elle, c'est de peindre des carnets pendant ses découvertes. Et j'ai eu la chance d'en voir quelques-uns et c'est vraiment magnifique, souvent très coloré. Elle va d'ailleurs nous livrer ses petits secrets pour peindre pendant le voyage. Dans cet épisode, il sera question de pays le plus sexy, de fantasmes à 10 000 mètres d'altitude et d'aquarelles dans la poche. L'entretien avec Maya Mazorette est aussi à retrouver dans le numéro AR64, actuellement en vente, avec la couve sur le Costa Rica. Est-ce que les vacances, c'est le temps de l'amour ? Pas nécessairement pour moi, parce que en vacances, moi je suis très occupée en vacances. C'est mon petit côté psychorigide, c'est qu'il faut que je voie toutes les vues, que je mange toutes les nourritures, que j'essaye toutes les plages. Donc j'ai des vacances très studieuses. Et c'est vrai que quand je rentre de vacances, la première chose que j'ai besoin de faire, c'est me reposer de mes vacances. C'est plutôt à ce moment-là que je vais être disponible à l'amour. Le fait que souvent des paysages ou des villes vont nous engager et aussi nous engager émotionnellement, et je suis pas forcément sûre d'avoir la place pour aimer quelqu'un en plus d'aimer un paysage. Le pays le plus sexy, je pense que ça reste le Danemark pour moi. Les hommes danois quand même, c'est pas mal. On imagine forcément des blonds aux yeux bleus, c'est plutôt des bruns aux yeux bleus au Danemark. C'est l'Espagne de la Scandinavie, le Danemark, donc c'est un peu le bordel par rapport en tout cas à la Suède et la Norvège. Et ça donne des mecs très sportifs en plus, assez sûrs d'eux, très beaux gosses, très féministes, ce qui ne gâche rien, ce qui fait des meilleurs amants. On ne le répétera jamais assez. Donc peut-être le plus sexy, le Danemark quand même. On va parler des gros fantasmes aussi liés au voyage. Il y en a un par exemple, faire l'amour à 10 000 mètres d'altitude. Oui, très mauvaise idée. Enfin, ensuite ça dépend. En jet privé, mais c'est mauvais pour la planète. Certainement, mais pour moi qui voyage en classe éco, que les choses soient claires, les toilettes c'est pas une option, et les sièges non plus. Donc ça c'est vraiment un fantasme très bizarre, parce que l'uniforme des pilotes ou des hôtes ou des hôtesses, on peut l'avoir au sol, auquel cas on peut faire le fantasme de manière confortable. Ça c'est pas un truc que je comprends. À la rigueur, s'il y a un truc de transport, plutôt le train, et plutôt le train couchette. Ça, c'est beaucoup plus sexy que de le faire en altitude, ce qui change rien. En altitude, il faut prendre du jus de tomate, mais pas le pilote. Faire l'amour avec son voisin dans un transport, ça c'est aussi quelque chose qui revient, qu'on ne connaît pas. Si, on connaît. Alors là. Oui, bien sûr, parce que c'est aussi des fois des rencontres chouettes. Alors on est bien d'accord que systématiquement, quand on voyage, en vrai, on est coincé entre un enfant de 5 ans et un bébé. C'est ça la réalité du terrain. Mais ça m'est aussi arrivé quand j'habitais à New York de faire un vol-retour New York-Paris à côté d'un mec super beau qui s'occupait en plus d'un espace artistique, d'un petit peu de charité, de bénévolat, et on a passé 7 heures de suite à discuter ensemble. J'aurais bien aimé que ça aille plus loin, c'est pas aller plus loin, raté, car en plus il était fidèle à son épouse. Je vais parler des Grecs puisqu'on parlait des fantasmes. Est-ce que c'est vraiment des dieux au lit ? Est-ce que tu as pu le vérifier ? J'ai tenté Tinder en Grèce. Je me demande si mon mari écoutera ce podcast, mais c'est pas grave. J'ai tenté, et les mecs avaient l'air très sympas, mais c'était très rentre dedans aussi. Du coup, les petits verres ne se sont pas prolongés. Un autre gros fantasme que j'ai envie de casser aussi, c'est faire l'amour dans la mer. Nul. Il faut pas faire ça. Dans l'eau en général, puisque l'eau ne lubrifie pas, plutôt tendance à faire l'effet inverse. Non, et puis ça gratte, on sait pas ce qu'il y a dans la mer avec les méduses chaque année. Un accident est quand même très vite arrivé.
Pour peu qu'il y ait du sable et que ça remue un petit peu par en dessous, ça le fait pas. Donc ça marche pas dans la mer très bien, ça marche pas non plus dans les piscines. La douche, c'est pas top non plus. En plus, c'est vraiment dangereux. On peut, il y a des gens qui se cassent la jambe en tombant parce qu'il y a du savon et tout. Non, moi je suis assez partisane de ce truc qu'on appelle une chambre à coucher qui est très confortable. Alors, quelle place le voyage occupe dans ta vie ? Alors, le voyage occupe une grande place, c'est-à-dire que si je pars pas, j'ai l'impression de pas prendre des vacances. Je suis très envieuse des gens qui arrivent à faire des staycations. Parce que mon appart, je l'aime bien, je pourrais faire ça, profiter de mes chats, de mon mari, et lire des super bouquins, et en même temps, l'appel du voyage, il est absolument irrésistible. Et j'ai besoin de voir ailleurs, et j'ai pas l'impression de pouvoir le faire si j'y vais pas physiquement, en plus. Et il y a aussi un truc très, très émotionnel, qui est que quand j'arrive dans un nouvel endroit que je connais pas, systématiquement, même si c'est à, 20 km de Paris, je sens que mon cœur se met à battre plus fort. Et je sens que j'ai une vraie montée d'adrénaline. Je suis excitée, quoi, parce que j'ai envie de voir, parce que je connais pas, et je suis surprise de voir à quel point ça marche à tous les coups. D'une jubilation, et il faut que ça aille très vite, et j'ai envie de me débarrasser de mon sac à l'hôtel le plus vite possible, parce que comme ça, je peux aller explorer. Et aussi, je suis une voyageuse qui déteste les aides, donc pas de... J'allais dire les sites de rencontres, pas de livres de voyage, pas de guide de voyage, surtout pas. Ça spoil. Pas de Google Maps non plus, pas de carte. Donc je fais tout à l'aveugle, totalement, autant possible, sauf si vraiment je suis perdue complètement. Je refuse absolument de pas avoir la découverte. Et c'est vrai que souvent aujourd'hui on entend les gens dire que on a un rapport un petit peu désenchanté avec le voyage parce que on a déjà fait la to-do list avant, des 10 trucs à voir absolument et des 10 restaurants dans lesquels manger. Et je me suis aperçue personnellement que si on reste une semaine dans un endroit comme Lisbonne par exemple, sans guide du tout, à la fin de la semaine, on aura vu les trucs qu'il fallait voir, on aura vu tout ce qu'il y a dans le guide, mais en les découvrant. Et en ayant la surprise de passer le détour d'une rue et de tomber sur une cathédrale, et que tout le monde sait qu'elle est là, sauf moi, en l'occurrence. Et c'est génial, parce que là, d'un seul coup, on a l'impression d'avoir trouvé un espèce de trésor, enfin, on est Harrison Ford, non mais c'est vrai. Donc, débarrassez-vous des guides de voyage. Si tu crées ton propre guide, tu n'aimes pas les guides de voyage, mais si tu crées ton propre guide à toi, qu'est-ce que tu mettrais dedans ? Si je crée un guide de voyage, je crée un guide qui permettrait de se débarrasser des guides. Vraiment. Parce que cette histoire d'être désenchanté par des sentiers hyper balisés, hyper instagrammés, on a l'impression que voilà, le temps des grandes explorations est terminé, à part si vraiment on fait les fonds marins, on a été dans l'espace, on a été dans l'Arctique et l'Antarctique. Comme si tout était fini et comme si vraiment avec Google Maps en plus tout était cartographié. Avec les petits trucs de randonnée, on a aussi même les petits chemins perdus. Ils y sont pas encore tous, il y en a plein qui manquent dans le Luberon. Mais j'aimerais bien proposer un guide qui permettrait d'échapper à tout ça, un espèce de manuel d'autodéfense au guide touristique. Ce serait bien. Donc ce serait un anti-guide de voyage. Exactement, parce que l'esprit de contradiction jusqu'au bout, un anti-guide de voyage, ce serait parfait. Est-ce que tu vas chez le coiffeur quand tu es en voyage ? J'ai jamais été chez le coiffeur en voyage. Pourquoi cette question très étrange ? Et pas un truc que tu testes à chaque fois, non ? Si. À chaque voyage, je fais un massage, en fait. Donc, massage turc, massage grec, massage thaï, massage japonais, massage chinois. Et j'aime bien être touchée de manière très différente. Et c'est vrai que c'est pas la même chose dans tous les pays. Alors bien sûr, il y a une uniformisation de ce que c'est le massage suédois, le massage ceci. Mais on s'aperçoit quand même que c'est pas les mêmes pressions, que c'est pas les mêmes endroits. Par exemple, je me suis fait masser le ventre en Corée et j'ai cru que j'allais mourir de douleur, donc j'ai dû demander à la personne de s'arrêter. Je me suis fait brosser en Grèce avec un massage traditionnel à la brosse, comme se faire brosser comme un cheval, avec une brosse un peu bourrine. En l'occurrence, et c'était aussi très étrange, et je me suis dit, mais c'est bizarre, à 40 ans, j'avais jamais été brossée, et c'est assez sympa de se faire brosser, et j'espère être touchée encore de plein d'autres manières pendant le reste de ma vie. Est-ce que tu aimes voyager seule ? Je voyage beaucoup seule, je voyage plus seule qu'accompagnée, bon déjà parce que mon mari n'est jamais là, mais aussi parce que je préfère,
parce que justement, ça me permet de pas diluer mon excitation totale pour le voyage. Et ouais, le dernier voyage que j'ai fait, c'était tout seul. Le prochain, ce sera tout seul aussi. Parce que aussi, je pense que je suis un peu chiante en voyage parce que je veux tout faire et parce que j'ai besoin de faire de la peinture, de l'aquarelle. Je prends pas de photos, je fais que de la peinture. Et c'est embêtant d'être avec quelqu'un qui s'arrête tous les 50 mètres pour se poser pendant 1 heure. Donc je veux pas infliger ça à mes amis ou à mon mari, je préfère partir seule. Alors, parlons de la peinture, alors parlons de ces carnets de voyage, comment tu les élabores? Alors maintenant, j'ai une petite routine qui est que donc j'achète un carnet dépliant, je précise, parce que ensuite ça veut dire qu'on tourne pas les pages, ça veut dire qu'on peut faire quelque chose d'un petit peu organique où un dessin peut rentrer dans un autre, qui se continue sur un autre, donc ça fait un peu des paysages imaginaires à la fin. Qui ont le mérite d'être compacts, donc je me balade pas avec des trucs très grands. J'ai des petits boîtiers aquarelles minuscules avec des petits pinceaux à réservoir qui coûtent pas cher du tout. Donc c'est vraiment un loisir de pauvre par rapport au fait d'acheter un appareil photo par exemple. Et je n'ai pas le droit de rentrer, enfin en tout cas je sais que je me fixe comme objectif d'avoir terminé mon carnet dépliant quand je rentre, quitte à passer le dernier jour à ne faire que de l'aquarelle s'il faut vraiment. Et ensuite je le referme et je sais que par rapport à des moments où je prenais les photos que évidemment comme tout le monde je ne regardais jamais, les carnets je les réouvre et je peux les montrer à mes amis et on voyage d'une manière un petit peu différente ensemble. Et aussi l'aquarelle qui est à la fois un média rapide et un média lent, faut que ça sèche, des fois on est un peu obligé d'attendre. Ça permet de s'emparer du paysage d'une manière vraiment très différente, c'est-à-dire que j'ai fait ça par exemple à Vienne. À Vienne, on est dans des églises complètement dégoulinantes avec 1 milliard de détails dans tous les sens et on est un peu pétrifié. C'est-à-dire qu'on se dit mais c'est trop, j'arriverai pas à tout voir et puis finalement on regarde plus. Enfin, on est un peu noyé, ivre en fait. L'aquarelle, on se pose et on va rester 2 heures sur un détail parce qu'on peut pas tout faire non plus. Et on regarde ce détail-là de l'église pendant 2 heures et on a l'impression en ressortant de l'avoir vraiment vu. Et peut-être de s'en rappeler après. En fait, ça permet de lutter aussi contre l'oubli. J'ai l'impression que prendre une photographie, c'est la permission de pas regarder. Et c'est la permission d'oublier. Je vois peut-être moins de choses, mais au moins je les vois vraiment. Tu peux nous raconter un carnet de voyage que tu as en tête? Comment il se déroule? Alors peut-être la Turquie, j'ai fait Istanbul l'an dernier parce que j'avais promis d'emmener mon mari en Asie. Et l'Asie, c'est loin en vrai, donc c'est le plus proche que je pouvais faire. Donc on arrive... je me souviens jamais des noms des bâtiments. Enfin, en tout cas, on est sur le Bosphore. Et évidemment, on prend le bateau pour aller du côté asiatique d'Istanbul. Là, on arrive devant une mosquée. Et ensuite, cette mosquée, en fait, moi, ce qui m'intéressait surtout autour, c'était le petit cimetière. Donc il y a plusieurs aquarelles de cimetières. Là, j'ai vu un chat dans ce cimetière-là. Donc il y a une aquarelle de chat qui arrive à ce moment-là. Ensuite, il me semble qu'on se retrouve un petit peu sur la place principale pour quelque chose d'un petit peu plus touristique. Ensuite, il y a un chai latte à la lavande que j'avais jamais goûté de ma vie, qui était pas terrible, mais c'était assez joli. Donc je mets aussi la nourriture dans mes carnets. J'étais un peu partie dans un quartier périphérique, donc on me retrouve ensuite dans un autre café avec un petit port de pêcheurs, avec les bateaux de pêcheurs, avec une petite grillade dans mon assiette. Voilà, enfin ça ressemble un petit peu à ça en fait, une espèce de prolongation de ce que j'ai fait de chouette. Et c'est très 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 coloré. J'ai eu le plaisir d'en voir quelques-uns. Il y a une couleur, ça pète la couleur partout. Exactement. Oui. Ça dépend en fait des endroits. Il y a des carnets moins colorés que d'autres. Par exemple, mon carnet d'Athènes est assez pastel parce que je me fais aussi influencer par ce qu'on me dit. J'avais rencontré un Athénien qui m'a dit on arrive à Athènes, on a l'impression que tout va être marbre et doré. Il m'a dit regarde bien Athènes, tu verras que c'est gris et argenté. Et une fois qu'on a vu ça, on peut plus dévoir Athènes sans l'argenter. Et surtout si on se met en hauteur sur un rooftop ou tout simplement en haut du Parthénon. Eh ben, on peut vraiment se rendre compte que, notamment quand le soleil tombe le soir, Athènes est grise et argentée avec des petites lumières argentées qui se reflètent aussi sur la mer, aussi sur le port du Pirée. Et alors, est-ce que le voyage, comme en amour, le meilleur, c'est quand tu montes les escaliers? Non, c'est quand on est sur place. Mais moi, j'ai jamais été d'accord avec cette histoire d'escalier qu'on monte pour faire l'amour.
Non. Enfin, c'est super l'espace de la projection, mais l'acte c'est super parce que c'est le temps de la surprise. Parce que évidemment, ça va complètement échapper à la projection. C'est pareil pour moi, effectivement, pour le voyage. D'autant que moi, je me prépare pas avant le voyage. Généralement, en sortant de l'avion ou en descendant du train, ce que je fais, c'est que je regarde à ce moment-là quel est le taux de change pour savoir quelle est, par exemple, la monnaie locale, puisque le plus souvent, je ne suis pas au courant de ce genre de détails. Non, mais je me prépare vraiment pas du tout. Et on se le prend en pleine tête à ce moment-là, les odeurs notamment qui sont hyper importantes. Donc non, le meilleur moment c'est sur place. Et si tu fermes les yeux, ta toute première sensation de voyage, c'était quoi ? Voyage en France, tout simplement. On allait toujours en vacances dans le Luberon, dans ma famille. Et j'ai des souvenirs d'être peut-être en tout premier, avant qu'on le fasse en train, dans la voiture, la vieille 4L parentale sur l'autoroute A16 pour descendre. Et de ce voyage interminable où on savait qu'on allait finir à la piscine en arrivant, et sous le soleil de plomb du Luberon, et ça s'arrange pas avec les canicules. Et de vraiment discuter, me chamailler avec mon frère pendant 7 heures de suite, relever les plaques d'immatriculation indéfiniment, et raconter des histoires de lapins à mes parents pendant 7 heures d'affilée. Et j'ai des grands traumatismes de mes parents, d'avoir beaucoup voyagé avec moi quand j'étais enfant et que je voulais leur raconter des histoires qui s'arrêtaient jamais. Et de moi m'endormant 5 minutes avant qu'on arrive, alors que eux on pouvait plus depuis des heures et des heures. Juste 2-3 petites questions courtes. Comment tu fais ta valise ? Ma valise, elle est... j'essaye... Alors ça dépend en fait, soit j'ai un bagage en soute, si jamais c'est en avion, soit pas. Si j'ai de l'espace, je vais mettre tout ce que je veux dedans, et du coup beaucoup de matériel de peinture, peut-être plus que des vêtements, ou ça, les vêtements de femme c'est terrible à dire, mais ça prend très peu de place. Donc plus de chaussures et de matériel de peinture que n'importe quoi d'autre. Et ensuite, par contre, je peux être ultra compact, c'est-à-dire que j'ai fait... je suis partie un moment 2-3 mois travailler en Asie pour finir un livre au Vietnam et au Cambodge. Et je suis partie avec un petit sac à dos, genre un sac de classe. Et j'ai fait 2 mois et demi avec un petit sac à dos et c'était parfaitement suffisant, il fallait rien d'autre. Il y a un truc que tu ramènes toujours de tes voyages ? Je ramène toujours mon carnet de voyage et je ramène rien d'autre, je ramène pas de souvenirs. En fait, j'ai l'impression que tout ce qu'on achète sur place, ça perd de sa valeur et de sa magie quand on rentre à la maison. Donc je préfère ne pas en plus augmenter l'industrie du petit magnète de frigo ou du petit collier généralement fait en Chine. En vrai, enfin, je peux jamais suffisamment inviter les gens à prendre un carnet de dessin, même quand on sait pas dessiner, c'est pas grave en fait. Un petit carnet même promotionnel, les trucs qu'on a gratuits, ou même ceux qui sont donnés dans les hôtels, avec un stylo bic, et de le faire plutôt comme ça. C'est beaucoup plus précieux à l'arrivée. Un voyage raté, ce serait quoi pour toi ? Le voyage raté, c'est celui où on n'est pas libre, je pense. C'est celui où c'est un peu un voyage organisé, en fait. Où on se retrouve à devoir obéir à un planning qui est pas le sien. Récemment, j'ai été invitée par une institution et ils ont eu la gentillesse de nous offrir, à nous les invités, une visite touristique d'un bâtiment avec un guide. Et c'était terrible parce qu'on s'est tous barrés au bout de 5 minutes chrono. Et c'était censé durer 2h30. Et je vois bien que j'étais pas la seule, enfin que vraiment j'ai besoin que moi on me laisse avoir le contact et raconter ma propre histoire avec du patrimoine local, et que si on veut m'imposer un discours, ça va pas fonctionner. Donc, par extension, j'imagine que n'importe quelle forme de voyage organisé serait ma hantise la plus absolue, vraiment le cauchemar de film d'horreur. Et si tu pars sur une île déserte, qu'est-ce que t'emmènes ? Sur une île déserte, j'emmène... je peux emmener mes chats. On a le droit de prendre des êtres... Bah oui, non mais je les adore, et donc je pars avec mes chats qui seraient sans doute en plus ravis de passer du temps avec moi sur une île déserte. Je les imagine déjà bouffer toute la population d'oiseaux sur place. Je pars avec mes chats. Tu peux retrouver l'entretien avec Maya Mazorette dans le numéro 64 de AR Magazine, actuellement en vente avec la couve sur le Costa Rica. Sinon, retrouve-nous sur le site ar-mag.fr, Insta, Twitter, Facebook et dans les kiosques, bien sûr. Pour ne rien rater de la série Aller-Retour, abonne-toi sur Apple Podcast ou Castbox et laisse-nous un commentaire et une bonne note. Ça fait toujours plaisir
et retrouve-nous aussi sur Spotify. À bientôt pour de nouvelles aventures.